Ma mère est obsédée par l'idée que j'ai des enfants. Obsédée au point d'être prête à détruire ma vie pour s'assurer que je lui donne des petits-enfants. C'est la personne la plus fanatique de bébés que j'ai jamais rencontrée. Tout a commencé quand j'avais 8 ans. Elle forçait ma sœur Daniela et moi à porter des combinaisons de simulation de grossesse pendant des heures chaque jour. 20 livres de sable sanglés à nos ventres pendant qu'on faisait des exercices de respiration et qu'on regardait des vidéos d'accouchement. Si l'on osait se plaindre du mal de dos, elle ajoutait encore du poids, affirmant que les vraies mères ne se plaignent pas. Elle nous faisait même nous entraîner à l'allaitement avec des poupées glauques qui se mettaient à pleurer si on ne les tenait pas correctement. Pendant que moi je passais chaque séance à imaginer ma fuite, Daniela, elle, s'y plongeait comme si c'était sa mission divine. Elle se dandinait dans la maison, le dos droit, caressant son faux ventre et lui parlant à voix haute. À 16 ans, elle suppliait déjà ma mère de la laisser devenir mère porteuse pour les collègues infertiles de son travail. Et à 18 ans, au lieu de fêter son bac, ma mère lui a organisé une énorme fête pour célébrer son tout premier contrat de gestation pour autrui. Tout le monde la qualifiait de bénédiction, d'ange tombé du ciel, alors que moi, je restais dans un coin, l'impression d'assister à une vente aux enchères de bétail. En l'espace de 3 ans, Daniela avait porté 3 bébés pour 3 couples différents. Et chaque fois qu'elle rentrait de la maternité, maman la promenait dans toute la ville, comme si elle avait gagné le prix Nobel. Regardez ma fille généreuse, qui offre le miracle de la vie. Pendant ce temps, moi, j'obtenais un diplôme en biomédecine, je faisais du bénévolat dans des refuges pour femmes, et j'étudiais le concept d'autonomie corporelle. Mais tout cela n'avait aucune valeur à ses yeux. Quel gâchis! Une si belle utérus pour rien, répétait-elle à qui voulait l'entendre. Sa sœur a déjà béni 3 familles, et celle-là, elle garde sa fertilité pour elle toute seule. Le plus terrifiant, c'était de voir Daniela se dégrader sous nos yeux. Après sa 4e grossesse, à seulement 22 ans, elle ne pouvait presque plus marcher sans souffrir. Ses hanches étaient abîmées, elle faisait des infections à répétition, et ses cheveux tombaient par poignées. Mais quand j'ai essayé de lui en parler, elle m'a pris les mains, les larmes aux yeux. « Maria, c'est pour ça que je suis faite. Mon corps est un réceptacle à miracle. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça ?» C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle était perdue. Alors j'ai fait semblant. Juste ce qu'il fallait pour que maman me lâche un peu. Je lui ai dit que je réfléchissais à avoir un bébé, j'ai porté des vêtements plus amples au repas de famille, j'ai même fait exprès de chercher des cliniques de fertilité devant elle. Pendant ce temps, en secret, je préparais le LSAT et envoyais des candidatures à des écoles de droit à travers le pays. J'ai choisi de me spécialiser en droit de la reproduction et en éthique médicale. Pendant des années, j'ai aidé des femmes à échapper à des situations de grossesse forcée. À 28 ans, je commençais enfin à faire une vraie différence. Alors quand maman m'a invité à un dîner en l'honneur de Daniela, j'ai cru que c'était juste une nouvelle annonce de grossesse. J'étais loin du compte. En réalité, c'était une putain d'intervention. « Chérie, tu ne rajeunis pas », a lancé maman pendant que Daniela, assise à côté d'elle, exhibait un ventre de future maman pour la 4e fois. Alors j'ai pris les devants et commencé ton traitement de fertilité. Avant même que je puisse réagir, elle a sorti une seringue remplie d'hormones. Juste un petit coup de pouce pour faire couler les œufs. J'ai bondi en arrière, mais Daniela m'a saisi par les bras. « S'il te plaît, Maria, essaye juste. J'ai déjà trouvé le couple parfait pour ton premier bébé. » J'ai hurlé, je me suis débattu. Mais maman s'approchait déjà avec l'aiguille. C'est là que j'ai vu les autres seringues alignées sur la table. Elles avaient tout prévu. Quand elle a enfoncé l'aiguille dans ma cuisse, j'ai senti le liquide glacé brûler mes muscles. En quelques minutes, ma vision s'est brouillée et mes ovaires se sont mis à brûler. À travers le brouillard, j'ai entendu maman au téléphone. « Oui, nous avons commencé le protocole. Elle sera prête pour la récolte dans 2 semaines. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus seulement une histoire de pression familiale, c'était du trafic. Je me suis réveillé en soins intensifs avec un syndrome sévère d'hyperstimulation ovarienne. Ils ont failli devoir tout m'enlever. Ma mère se tenait debout au-dessus de moi. « On t'a emmené ici uniquement pour sauver ton utérus », a-t-elle dit comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai pressé le bouton rouge pour appeler l'infirmière. Elle a jeté un simple regard à ma mère, l'a immédiatement fait sortir de la chambre et a commencé un examen privé. Et pourtant, une fois seule, je me suis senti encore plus mal. Parce que l'infirmière m'a prise dans ses bras et m'a demandé si j'allais bien. J'ai fini par tout lui raconter. Et le plus déroutant, c'est qu'elle avait l'air vraiment choquée. Elle m'a demandé de tout lui répéter. L'heure qui suivit fut un véritable déferlement. J'ai tout vidé. La grossesse de substitution, le favoritisme, les abus, chaque mot, chaque larme portait des années de silence étouffé.
Et à peine mes pleurs taris, l'infirmière a décroché son téléphone pour appeler la sécurité de l'hôpital. En quelques minutes, ma mère était interdite d'accès à ma chambre. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'avec l'aide d'une seule infirmière, ma famille allait bientôt devoir rendre des comptes. 20 minutes plus tard, l'infirmière est revenue, accompagnée d'un homme en uniforme. Il s'est présenté comme étant l'inspecteur Rodriguez de l'unité des violences domestiques. Il a tiré une chaise près de mon lit, pendant qu'on ajustait ma perfusion. « Maria, je suis spécialisé dans les cas de coercition reproductive et de procédures médicales forcées. » M'a-t-il expliqué en posant un petit enregistreur sur la table. Ce que votre mère a fait est considéré comme une agression. Et d'après ce que m'a raconté l'infirmière, cela pourrait faire partie d'un schéma plus large. À travers la vitre de ma chambre, j'ai aperçu une agitation dans le couloir. Ma mère tentait de forcer la porte de sortie de secours. Son visage était tordu par la rage. Elle m'a vu et s'est plaquée contre la vitre. D'abord, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Puis, elle a exagéré les mouvements de ses lèvres. Ingrate, Gwyn. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table de chevet. L'inspecteur Rodriguez a jeté un œil à l'écran où les messages s'enchaînaient à une vitesse folle. « Je peux » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Tous les textos venaient de Daniela. « Comment tu as pu impliquer la police? Maman essayait de t'aider. Tu détruis notre famille. Tout ce qu'elle voulait, c'est que tu connaisses la maternité. » Rodriguez a reposé le téléphone avec précaution. Ce n'est pas la première plainte que nous recevons pour des traitements de fertilité imposés. Il y a un motif récurrent, notamment dans certaines cliniques médicales. Il a marqué une pause, observant attentivement ma réaction. « Ta mère, travaille-t-elle dans le domaine médical? » Mon estomac s'est noué. Elle est réceptionniste à la clinique de fertilité Bénédiction de la Vie. Son expression s'est assombrie aussitôt. C'est à ce moment qu'une assistante sociale a frappé à la porte avant d'entrer. Une femme d'âge mûr, les yeux pleins de douceur, qui s'est figée dès qu'elle a vu mon dossier. « Maria Gonzalez? Votre mère, c'est Patricia Gonzalez? Vous la connaissez ?» ai-je demandé. Elle a serré sa planchette contre elle, visiblement mal à l'aise. « Nous avons déjà eu des échanges. » Elle s'est empressée de sortir quelques brochures. « Je vais vous apporter quelques ressources », a-t-elle ajouté en fouillant nerveusement parmi ses papiers. Pendant que je décrivais ce fameux dîner d'intervention, l'inspecteur prenait des notes. L'assistante sociale, elle, ne cessait de jeter des regards vers la porte. Ses mains tremblaient légèrement en me tendant les dépliants sur les violences intrafamiliales. « Je dois vérifier quelque chose », ai-je murmuré en attrapant mon téléphone. Je me suis connecté à mon portail médical et j'ai fait défiler les documents récents. Et là, je l'ai vu. Un document daté d'il y a 3 mois, peu de temps après que j'avais un soir mentionné à ma mère que James et moi envisagions l'avenir. Mon pouvoir médical avait été transféré à ma mère. Ce n'est pas ma signature, ai-je soufflé en leur montrant l'écran. L'écriture ressemblait à la mienne, mais la pente était différente, comme si quelqu'un avait décalqué. Avant que quiconque ne puisse réagir, un homme en costume hors de prix est entré dans la chambre. « Je représente Patricia Gonzalez », a-t-il lancé d'un ton assuré. « Il semble qu'il y ait eu un malentendu concernant les soins médicaux de la fille de ma cliente. »« Eh bien, ça n'a pas traîné », murmura Rodriguez. L'avocat réajusta sa cravate avec soin. Maria souffre clairement d'une psychose hormonale. Sa mère a seulement tenté de l'aider quand elle est devenue violente. Nous demandons une évaluation psychiatrique immédiate. « Je ne suis pas folle », ai-je protesté. Les hormones dans votre organisme suggèrent le contraire. L'hyperstimulation ovarienne peut provoquer de sévères troubles de l'humeur, de la paranoïa, voire des hallucinations. Le couloir, soudain, s'est rempli de cris. Daniela venait d'arriver, escortée de 5 enfants cramponnés à sa robe de maternité. « Tata Maria a besoin d'aide !» lança-t-elle bien fort à qui voulait l'entendre. Elle est rongée par la jalousie depuis des années. La sécurité de l'hôpital a accouru pour contenir le chaos. Les enfants pleuraient. Daniela, elle, berçait le plus jeune sur sa hanche, tout en caressant son ventre rond de l'autre main. Je me suis précipité sur mon téléphone pour appeler mon cabinet d'avocat. Une secrétaire a décroché à la 2e sonnerie. « Oh, Maria, ta mère nous a appelés plus tôt. Elle nous a expliqué ta situation. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de ton portefeuille pendant que tu te rétablis. »« Quoi ? Non, je vais bien. Je dois parler à... » Les associés pensent qu'il est préférable tu te concentres sur ta guérison. Ta mère a dit que ta crise avait été très sévère. J'ai raccroché, les mains tremblantes. À travers la vitre, j'ai vu ma mère sortir quelque chose de son sac à main pour le montrer à son avocat. Des clés, mes clés d'appartement, mes clés de voiture. Elle s'est mise à réciter quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je reconnaissais le rythme. Elle énumérait mon emploi du temps professionnel. Lundi, elle est au tribunal à 9 heures. Mardi, réunion client jusqu'à 18 heures. Mercredi, elle fait du bénévolat au refuge pour femmes. L'avocat hochait la tête en prenant des notes. C'est alors que James fit irruption dans la pièce, encore vêtu des habits de travail. « Maria,
J'ai reçu ton message. Qu'est-ce que... Mais Daniela l'intercepta dans le couloir, posant une main parfaitement manucurée sur son bras. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle lui disait, mais je la vis faire un geste en ma direction, puis tapoter sa tempe dans ce signe universel qui veut dire folle. Elle sortit ensuite son téléphone et lui montra quelque chose à l'écran. La même infirmière qui m'avait aidé plus tôt revint avec un sac plastique. « Voici les affaires avec lesquelles vous êtes arrivé, dit-elle, bien que son regard trahissait une certaine gêne. Elle en sortit plusieurs brochures glacées de la clinique de fertilité Blessed Beginnings. « Ce n'est pas à moi, répondis-je immédiatement. Elle déplia l'une des brochures. À l'intérieur, un formulaire de consentement pour un prélèvement d'ovocytes, daté de la semaine dernière. La signature, elle correspondait parfaitement à celle de mon mandat de protection. C'est alors que l'administratrice de l'hôpital apparut dans l'embrasure de la porte, une femme mince, au sourire trop bien rodé. Vu les circonstances et les inquiétudes de la famille, nous pensons qu'il serait préférable de transférer Maria dans notre unité psychiatrique pour une évaluation complète, à titre préventif, bien sûr. Derrière la vitre, ma mère souriait. Le détective Rodriguez se leva brusquement. Elle n'ira nulle part sans une ordonnance du tribunal. Bien entendu, répondit l'administratrice d'un ton suave. Nous explorons simplement toutes les options pour le bien-être de Maria. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était mon professeur de droit, le mentor que je respectais tant, le professeur Chen. Je viens de parler avec ta mère. Elle est très inquiète à propos de tes délires de grossesse. Elle dit que tu es obsédé par l'idée d'avoir un enfant, mais que ton corps ne coopère pas. Est-ce que tout va bien? Je voulais hurler. Chaque parcelle de ma vie était méthodiquement empoisonnée. Je regardais le détective Rodriguez, puis l'assistante sociale qui n'osait toujours pas me regarder dans les yeux, et enfin James dans le couloir, avec Daniela toujours penchée vers lui à murmurer. « L'évaluation, dis-je soudain. Je vais la faire. Je vais prouver que je suis saine d'esprit. » L'avocat esquissa un sourire. « Excellent. Ce sera le docteur Margaret Whitfield qui mènera l'évaluation. C'est la meilleure de l'État. » Le nom me semblait familier. Et puis, ça me frappa. Le club de lecture de ma mère. Le docteur Whitfield venait chez nous chaque mois depuis plus de 10 ans. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. L'administratrice passait déjà ses coups de fil. Et à travers la vitre, le sourire de ma mère s'était transformé en un rictus triomphant. L'infirmière me pressa doucement la main en vérifiant une dernière fois ma perfusion. Elle se pencha près de mon oreiller, feignant d'en ajuster la position. « Quoi qu'il arrive, ne signez plus rien » murmura-t-elle, « et vérifiez les paramètres de localisation de ton téléphone. Quelqu'un te suit. » Alors que tout le monde sortait pour organiser mon évaluation, un autre détail attira mon attention. Daniela montrait de nouveau son téléphone à James. Cette fois, j'aperçus l'écran. C'était une conversation par message, mais pas récente. Ces échanges dataient d'il y a 2 ans, au début de ma relation avec James, quand j'avais vaguement évoqué le fait que peut-être, un jour, très loin dans le futur, nous pourrions vouloir des enfants. Elle était en train de construire un dossier, une histoire, selon laquelle j'avais toujours voulu des enfants. Que tout cela n'est que la manifestation paranoïaque de mon propre désir frustré. Et à en juger par le regard de James, ça marchait. L'évaluation psychiatrique était prévue pour le lendemain matin. Allongé dans ce lit d'hôpital, regardant ma mère orchestrer méthodiquement ma chute à travers une vitre, j'ai compris toute l'horreur de la situation. Elle préparait ce piège depuis des années, attendant le moment parfait pour refermer ses griffes. Et moi, j'y étais entré les yeux fermés. L'évaluation était fixée à 8 heures. Toute la nuit, j'ai répété mes réponses mentalement, tentant d'anticiper les questions du docteur Whitfield. L'infirmière du quart précédent m'avait discrètement glissé un sédatif en me soufflant que j'aurais besoin de repos pour paraître stable. Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire victorieux de ma mère derrière cette vitre. Vers 3 heures du matin, mon téléphone s'illumina avec une notification Instagram. Daniela avait posté une photo datant du dîner familial du mois dernier. J'y apparaissais, affalé sur ma chaise, le regard vide. La légende disait « Prions pour le parcours de fertilité de ma sœur ». Certaines femmes ont plus de mal que d'autres à accepter leur vocation maternelle. La publication datait de 3 semaines, mais je ne la voyais que maintenant. Les commentaires étaient pleins de compassion pour elle et d'inquiétude pour moi. Je parcourus son profil avec une horreur grandissante. Depuis des mois, elle documentait mon prétendu parcours. Des photos de moi pendant les réunions de famille, toujours l'air fatigué ou ailleurs. Les légendes parlaient de ma fièvre maternelle, de mes luttes pour concevoir. Dans une vidéo, on me voyait jouer avec sa plus jeune fille. Un texte était superposé à l'image. Elle sera une maman formidable quand elle cessera de lutter contre sa nature. Ma boîte mail professionnelle a retenti, une fois.
puis encore, et encore. Je l'ai ouverte le cœur battant pour découvrir ma messagerie inondée de messages. Les objets des mails m'ont glacé le sang. On pense à toi dans cette période difficile. Prends tout le temps qu'il te faut. Ta santé passe avant tout. Ma mère avait envoyé un mail à toute mon entreprise, depuis mon propre compte. Mes mains tremblaient en le lisant. Chers collègues, je vous écris pour vous informer que je prends un congé indéfini afin de traiter certains problèmes de santé personnelle. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je lutte depuis quelque temps contre des difficultés liées à la fertilité et le poids émotionnel est devenu trop lourd à porter. Ma famille m'aide à suivre les traitements nécessaires. Veuillez rediriger toutes les questions urgentes vers les associés principaux. Merci pour votre compréhension en cette période éprouvante. Maria. Le mail avait été envoyé à 2h47 du matin. Pendant que je restais là, allongé, bien réveillé, fixant le plafond, je me suis précipité pour me connecter à mon compte pro et tenter d'envoyer une rétractation, mais mon mot de passe avait été changé. Mes doigts s'en mêlaient en tentant de le réinitialiser, mais l'adresse de récupération avait été modifiée, vers une que je ne connaissais pas. Ma mère m'avait tout bonnement exclu de ma propre vie professionnelle. 3 de mes clientes avaient déjà répondu. Des femmes que j'avais aidées à fuir des situations violentes, convaincues désormais que je traversais une crise mentale. L'une d'elles écrivait « J'ai toujours senti que tu portais une grande douleur liée à la maternité. S'il te plaît, ne laisse pas ça t'engloutir comme ça a failli le faire pour moi. » L'ironie me donnait la nausée. À 6h du matin, l'équipe de jour de l'unité psychiatrique est arrivée. À travers la petite vitre de la porte, je voyais les membres du personnel murmurer entre eux, jetant des regards dans ma direction. Les nouvelles vont vite dans un hôpital. J'étais déjà la femme qui avait agressé sa mère pour avoir voulu l'aider à tomber enceinte. Un plateau de petit déjeuner est apparu, mais je n'ai rien pu avaler. Mes mains tremblaient trop pour tenir correctement la cuillère en plastique. Quand j'ai voulu boire le jus, un arrière-goût amer m'a arrêté net. Je l'ai reposé immédiatement. Après tout ce que j'avais appris sur les repas drogués pendant les dîners de famille, je ne pouvais plus faire confiance à rien. Le détective Rodriguez est arrivé à 7h30. Il avait l'air épuisé. « J'ai enquêté toute la nuit », a-t-il soufflé en tirant une chaise près de moi. « Le nom de ta mère revient dans plusieurs dossiers suspects de cette clinique de fertilité. » Mais il a marqué une pause. « Maria, c'est compliqué. Les preuves sont subtiles. Elle a fait en sorte que tout ressemble à un simple soutien familial. » « Quel genre de schéma ?» ai-je demandé, la gorge sèche. De jeunes femmes, principalement issues de milieux instables, qui décident soudain de devenir donneuses d'ovules ou mères porteuses après avoir rencontré le personnel de la clinique. Et ta mère s'occupe souvent de leur dossier d'entrée. Il a secoué la tête. Mais voilà le problème. Elle signe toutes des formulaires de consentement. Elle passe toutes les évaluations psychologiques. Sur le papier, tout est en règle. Parce que le système protège la clinique, pas les femmes, ai-je dit. Il a hoché la tête, sombre. Il me faut plus de preuves pour bâtir un dossier solide. Mais pour l'instant, ce qui m'inquiète, c'est que tu passes cette évaluation en toute sécurité. À 8h précises, le docteur Whitfield est arrivé. Mallette en cuir, sourire compatissant, qui ne touchait pas ses yeux. Je me souvenais d'elle. Les réunions du club de lecture de maman. Cheveux argentés, tenue soignée, lunettes reliées par une chaînette en perles. « Maria, ma chère, dit-elle d'une voix chaleureuse, ta mère m'a beaucoup parlé de tes difficultés. » Rodriguez a tenté de s'interposer, mais elle a levé une main parfaitement manucurée. « Je suis désolé, mais cette évaluation doit se faire en privé. C'est le protocole. Je reste, a-t-il lancé fermement. Alors je noterai dans mon rapport que la patiente nécessite une supervision policière, ce qui sous-entend une tendance à la violence. » Son sourire ne faiblit pas. « C'est vous qui voyez, détective. » Il me regarda, la mâchoire serrée. Je lui fis un léger signe de tête. On savait tous les deux qu'elle avait déjà rédigé son verdict. Le faire rester ne ferait que lui donner plus de munitions. Une fois seule, elle s'installa dans la chaise des visiteurs et ouvrit sa mallette. J'ai entrevu des formulaires déjà remplis. Les résultats de l'évaluation, déjà écrits. « Bien, dit-elle en sortant une tablette. Parlons de votre rapport à la maternité. » Pendant l'heure qui a suivi, chaque question était un piège. Quand j'expliquais avoir choisi ma carrière plutôt que des enfants, elle écrivait « rejet défensif de la féminité ». Quand je racontais que j'aidais des femmes à fuir la coercition reproductive, elle murmurait « projection de conflits internes ». Quand j'ai tenté d'évoquer l'injection forcée, elle a demandé « est-ce que vous vous sentez souvent persécuté par des figures maternelles ?» Puis, sans lever les yeux de sa tablette, elle a ajouté « votre mère m'a dit que vous jouiez récemment avec des poupées. » Quoi? Non, pas du tout. Elle les a trouvées dans votre appartement. Des bébés, cachés dans votre placard.
Elle me montra une photo sur sa tablette. 3 poupées que je n'avais jamais vues, cachées derrière mes manteaux d'hiver. C'est assez courant chez les femmes en deuil de maternité de régresser à des mécanismes d'adaptation liés à l'enfance, expliqua-t-elle. Je fixai la photo, le cœur battant. Les poupées étaient soigneusement disposées, comme si quelqu'un avait mis en scène la scène. L'une tenait un minuscule biberon. Une autre avait un sac à langer miniature. La 3e était emmitouflée dans une couverture qui semblait faite main. « Elles ne sont pas à moi, dis-je. »« Le déni est fréquent aussi ?» répondit Dr. Whitfield, tout en tapant rapidement sur son clavier. « Maria, il n'y a aucune honte à vouloir des enfants. Mais quand ce désir devient si envahissant qu'il vous pousse à vous en prendre à vos proches, sous prétexte qu'ils essayent de vous aider. Elle m'a injecté des hormones de fertilité contre ma volonté. D'après les témoins, elle a tenté de vous donner un simple complément vitaminé. C'est vous qui êtes devenue violente. Il a fallu vous maîtriser. » Elle inclina la tête avec compassion. L'esprit peut nous jouer des tours, surtout en période de stress. Parfois, on interprète à tort des gestes d'amour comme des agressions. Mon téléphone vibra. Une notification de ma banque. Un retrait important venait d'être effectué sur mon compte épargne. Je tentais de consulter le message, mais Dr. Whitfield tendit doucement la main et prit mon téléphone. « Restons concentrés sur notre échange, » dit-elle en le glissant dans sa mallette. « Parlez-moi plutôt de votre jalousie envers Daniela. Je ne suis pas jalouse de ma sœur. 7 grossesses réussies. Une famille aimante. L'admiration de tout le quartier. » Elle se pencha vers moi. Pendant ce temps, vous avez dédié votre vie à empêcher d'autres femmes de devenir mères. Vous ne voyez pas le lien? Chaque objection que j'émettais était transformée en preuve de mon instabilité. À la fin de l'entretien, elle avait dressé le portrait d'une femme si rongée par le deuil de la maternité qu'elle s'était inventé une vaste conspiration pour ne pas affronter ses propres désirs. « Je recommande une hospitalisation d'observation de 72 heures, annonça-t-elle en refermant sa tablette. Avec une thérapie continue, je pense que nous pourrons vous aider à sortir de ces délires. Vous n'avez pas le droit, protestai-je. Je connais mes droits. Bien sûr, ma chère, vous avez étudié le droit pendant des années pour compenser ce que vous percevez comme vos échecs en tant que femme. Elle se leva, lissa sa jupe. L'admission commence immédiatement. L'équipe psychiatrique arrivera d'ici 1 heure. Dès sa sortie, je me précipitai vers le téléphone de la chambre. Appeler quelqu'un. N'importe qui. Mais qui? Mon cabinet d'avocat pensait que je faisais une dépression. Mon petit ami était peu à peu monté contre moi par ma sœur. Mes comptes bancaires se vidaient. Même mon mentor avait été contacté par ma mère. L'équipe arriva pendant que je tenais encore le combiné muet. 2 agents hospitaliers au visage bienveillant, mais aux gestes fermes. Ils me parlaient comme si j'étais une créature fragile, dangereuse, imprévisible. L'infirmière qui m'avait aidé plus tôt avait disparu. Pendant qu'on me préparait au transfert, j'aperçus ma mère dans le couloir. Elle discutait avec Dr. Whitfield, essuyant de temps à autre ses yeux avec un mouchoir. La mère exemplaire, gérant avec courage la crise mentale de sa fille. D'autres membres du personnel lui tapotaient l'épaule avec compassion. L'unité psychiatrique se trouvait dans un bâtiment séparé, relié par un tunnel souterrain. Les néons me faisaient mal aux yeux pendant qu'on me conduisait. L'agent qui poussait mon fauteuil roulait, fredonnait un air sans tonalité. Le son résonnait sur les murs de béton, se mêlant au grincement des roues et au claquement lointain des portes. Ma nouvelle chambre était étroite et aseptisée. Murs blancs, lit étroit avec des sangles visibles, petites fenêtres aux vitres renforcées. On m'avait donné une tenue en papier à enfiler et on avait confisqué mes effets personnels pour raison de sécurité. L'infirmière chargée de l'admission était jeune, efficace et visiblement mal à l'aise. « Des antécédents de troubles mentaux ?» demanda-t-elle. « Nombre de tentatives de suicide, d'épisodes violents ?» Non. Attendez. Ils disent que j'ai attaqué ma mère, donc, 1 fois, récemment. Elle tapait vite. Les consignes de Dr. Whitfield indiquent pas de visite en dehors de la famille pendant les premières 24 heures. Aucun appel. C'est pour votre stabilité. C'est illégal. J'ai le droit d'appeler mon avocate. Elle mordit à sa lèvre. Je dois vérifier ça avec le médecin responsable. Mais le médecin était curieusement injoignable. Tout comme les délégués des patients, l'administrateur de l'aile psychiatrique. Tous ceux qui auraient pu m'aider semblaient absent. J'étais piégé dans un labyrinthe administratif déguisé en traitement. Ma mère revint dans l'après-midi, une valise à la main. « Je t'ai apporté quelques vêtements confortables », annonça-t-elle en la déposant sur le lit, et quelques photos des bébés de Daniela. Je me suis dit que ça t'aiderait à te rappeler ce pourquoi on se bat. Elle déballait méthodiquement. Des vêtements de maternité, tous à ma taille. Des vitamines prénatales. Un journal intitulé « Mon parcours vers la fertilité », dont les premières pages étaient déjà remplies, avec une écriture presque semblable à la mienne. Des photos de bébés que je n'avais jamais vus, étiquetées avec des noms comme « ton neveu »
ou ton filleul. La ponction est prévue pour la semaine prochaine, dit-elle d'un ton détaché en accrochant une robe manifestement conçue pour une femme enceinte. Le docteur Martinez, à la clinique, est très optimiste quant à la qualité de tes ovules. 28 ans, c'est encore assez jeune pour d'excellents résultats. Je ne consens pas à une ponction d'ovules. Bien sûr que non, ma chérie. Pas dans ton état actuel. Elle lissa la robe sur son cintre. C'est pour cela que j'ai déposé une demande de tutelle médicale temporaire. Juste le temps que tu retrouves tes esprits. Elle sortit un dossier épais rempli de documents, des formulaires juridiques, des papiers médicaux, des évaluations psychiatriques. Ma signature figurait sur la moitié d'entre eux, imitée, mais terriblement convaincante. Une trace écrite remontant à plusieurs mois, décrivant ma soi-disant plongée dans une obsession de la fertilité. Tes collègues t'ont beaucoup soutenu, poursuivit-elle. Plusieurs ont même rédigé des lettres pour l'audience concernant la tutelle. Apparemment, ils avaient remarqué ton obsession pour la grossesse depuis un certain temps. Toutes ces affaires pro bono pour des femmes enceintes. Ils pensaient que tu vivais quelque chose de personnel. Je l'observais transformer ma chambre psychiatrique en une véritable nurserie, avec patience et minutie. Elle avait apporté une petite échographie encadrée, étiquetée bébé Gonzalez, avec une date du mois prochain. Un mobile avec de minuscules éléphants. Un livre sur la nutrition pendant la grossesse. Chaque objet soigneusement choisi pour renforcer sa version de l'histoire. « Daniela t'embrasse », dit maman en sortant son téléphone. « Elle s'inquiète tellement pour toi. » Elle me montra une vidéo. Daniela, dans un lit d'hôpital, entourée de fleurs, tenant tendrement son nouveau-né. « Salut Maria », dit ma sœur à la caméra, la voix faible mais pleine de douceur. « Je voulais juste que tu saches que je t'aime, et que quand tu seras prête, un couple formidable attend avec impatience de donner à tes bébés tout l'amour du monde, comme les miens en reçoivent. Ne lutte pas contre ça, d'accord? Laisse maman t'aider. Elle veut juste ton bien. » Le bébé dans ses bras se mit à pleurer. Daniela grimaça en changeant de position, et je vis une lueur de douleur traverser son visage. La caméra trembla légèrement. La personne qui filmait l'avait vue elle aussi. Puis, l'image se coupa. « Elle est si courageuse », dit maman en rangeant son téléphone. 5 grossesses et elle ne s'est jamais plainte, contrairement à certaines. Un vacarme dans le couloir l'interrompit. Des voix élevées, puis l'appel à la sécurité. Par la petite fenêtre de ma porte, je vis l'infirmière qui m'avait aidé en soins intensifs se faire escorter par les agents de sécurité. Elle portait une boîte remplie de ses affaires personnelles, le visage rougi par la colère. Ma mère suivit mon regard et sourit. « Oh oui, elle a été renvoyée ce matin. Violation de la loi HIPAA, à ce qu'il paraît. Partage d'informations confidentielles sans autorisation. Quel dommage. Elle avait l'air gentille. Le message était limpide. Toute personne qui m'aiderait en paierait le prix. Après son départ, j'ai tenté de dormir. En vain. Le lit était trop dur, la lumière trop crue, les bruits du service bien trop perturbants. Quelqu'un pleurait dans le couloir. Un autre patient ne cessait d'appeler sa mère. L'infirmier de nuit passait toutes les heures, sa lampe torche perçant l'obscurité par la vitre. Vers minuit, une autre infirmière entra discrètement dans ma chambre. Plus âgée, cheveux grisonnants, regard épuisé. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » murmura-t-elle, « mais je connaissais ton amie infirmière. Elle m'a demandé de te donner ça. » Elle glissa un petit morceau de papier dans ma main. Un numéro de téléphone, rien d'autre. « Appelle-le quand tu pourras, » dit-elle. « Pas d'ici. Les téléphones sont surveillés dans l'unité. Mais une fois que tu seras dehors... » Elle jeta un œil nerveux vers la porte. « Nous sommes plus nombreuses que tu ne crois. Des femmes qui ont vu ce qui se passe dans cette clinique. On a juste trop peur pour parler. » Elle repartit aussi vite qu'elle était venue. J'ai mémorisé le numéro puis déchiré le papier en minuscules morceaux. Je les ai jetés dans les toilettes et tiré la chasse. Preuve de conspiration, dirait ma mère. Symptôme de délire paranoïde, rétorquerait le docteur Whitfield. Le lendemain matin débuta par une séance de thérapie de groupe. 6 femmes en cercle, partageant leurs épreuves. Le thérapeute, un jeune homme au visage sincère, nous encourageait à explorer notre rapport à la féminité. Quand vint mon tour, je me tus. Chaque mot serait noté, déformé, utilisé contre moi. Maria traverse un deuil de fertilité, expliqua le thérapeute au groupe. Cela se manifeste parfois par un rejet des rôles féminins traditionnels. L'une des autres femmes, à peine sortie de l'adolescence, m'a regardé avec compassion. « Je comprends », a-t-elle dit. Moi aussi, je croyais ne pas vouloir d'enfant. Mais la thérapie m'a aidé à réaliser que j'avais simplement peur de ne pas être à la hauteur. J'ai eu envie de hurler que ne pas vouloir d'enfant était une décision valable, que la féminité ne se résumait pas à la reproduction, que si j'étais ici, c'était précisément parce que j'avais aidé trop de femmes à fuir ce genre de pression. Mais je me suis contenté d'acquiescer, de les laisser tirer leurs propres conclusions. Le déjeuner se faisait dans une salle commune, aux fenêtres grillagées. J'ai pris mon plateau, encore paranoïaque à l'idée qu'on y ait glissé quelque chose.
Ma voisine de table, une femme plus âgée au regard éteint, s'est penchée vers moi d'un air complice. « C'est la première fois ?» J'ai hoché la tête. « Un conseil, dis toujours oui à tout ce qu'ils disent. Le chemin le plus rapide pour sortir d'ici, c'est de leur donner raison. » Elle a remué distraitement son pudding. « Moi, j'en suis à ma 6e fois. Je me bats avec ma fille pour la garde de mes petits-enfants. Mais cette fois, je vais faire semblant. Leur dire que je comprends les limites, que j'accepte mon rôle. » Elle a ri, un rire amer. « Tout ce qui me ramènera dehors? Pas vrai? L'après-midi, j'avais une séance individuelle avec la Dre Whitfield. Elle avait installé un bureau permanent dans le service pour, selon ses mots, mieux servir ses patientes. Les murs étaient couverts d'affiches inspirantes sur la maternité et la guérison. Votre mère m'a dit que vous posiez des questions sur la procédure de prélèvement. J'ai répliqué que non, ce n'était pas le cas. C'est normal d'être curieuse. Beaucoup de femmes trouvent qu'en comprenant le processus médical, leurs craintes s'apaisent. Elle a sorti une brochure de Blessed Beginnings. Cette clinique a un excellent taux de réussite, et le couple que votre mère a sélectionné est vraiment adorable. Il est médecin, elle est enseignante. Ils essaient depuis 5 ans. Je ne vais pas donner mes ovules. Bien sûr que non, a-t-elle dit avec un sourire doux. Vous ne donnez pas des ovules. Vous offrez la possibilité d'une vie. Il y a une nuance. Elle a noté quelque chose sur son carnet. Maria, j'aimerais que vous essayiez quelque chose. Fermez les yeux et imaginez que vous tenez votre enfant biologique dans vos bras. Même si c'est une autre femme qui le porte, il sera toujours votre enfant, là où ça compte vraiment. Je suis resté les yeux ouverts, fixant les diplômes encadrés au mur. Tous venaient d'institutions prestigieuses, tous parfaitement authentiques. Ce n'était pas un trafic sordide dans une arrière-salle douteuse, c'était une psychiatre diplômée dans un hôpital accrédité, exerçant dans le cadre légal. La résistance est naturelle, a-t-elle poursuivi. Mais au fond, je crois que vous savez que votre mère a raison. Vous avez passé tant d'années à vous battre contre votre nature que vous avez fini par croire que cette lutte était votre nature. Mais si vous lâchiez prise, juste une fois, James est venu pendant les heures de visite. Mais on m'a dit que seules les familles étaient autorisées. C'est donc Daniela qui est arrivée à sa place. Lentement, une main posée sur son ventre rond. Elle avait amené ses 5 enfants, qui s'agitaient maladroitement dans la pièce aseptisée. Tante Maria est malade, leur a-t-elle expliqué. Mais elle va aller mieux. La plus grande, une fillette d'environ 6 ans, m'a observé avec sérieux. « Mamie dit que toi aussi tu vas avoir des bébés bientôt. »« C'est vrai, ma chérie, » a répondu Daniela avant même que je puisse dire un mot. Tante Maria a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se souvenir à quel point elle en a toujours eu envie. Elle avait apporté de vieilles photos de notre enfance. Nous deux, portant ces horribles combinaisons de grossesse factices, mais elle les avait modifiées. Dans ces versions, je souriais. Je jouais le jeu. J'avais l'air heureuse. « Tu te souviens, comme tu aimais donner des prénoms à tes bébés imaginaires ?» a-t-elle demandé. Tu avais toute une liste. Emma, Sophia, le petit James Junior. C'était toi, ai-je murmuré. C'était tes noms, pas les miens. Non, Maria, c'était bien toi. Des listes de prénoms, une écriture qui ressemblait à la mienne sans l'être vraiment. Tu vois, tu en as toujours eu envie. C'est juste le stress qui t'a fait oublier. Les enfants suivaient notre échange du regard silencieux. Ils apprenaient, ils absorbaient. Ils voyaient comment tante Maria se faisait aider pour se rappeler sa véritable vocation. La plus grande jetait sans cesse des coups d'œil au ventre rond de sa mère, puis au mien, plat. La confusion était visible sur son visage. Après leur départ, je me suis retrouvé dans la salle de bain face au miroir. La lumière crue des néons me donnait une mine blafarde, vide, comme les autres femmes du service. Je me suis demandé combien d'entre elles étaient là pour les mêmes raisons. Combien avaient résisté trop fort, trop longtemps, jusqu'à ce qu'on les catalogue comme folles. Ce soir-là, il y a eu un incident. Une nouvelle patiente, jeune et terrifiée, a été amenée de force en hurlant qu'on voulait la forcer à avoir un bébé. Les agents de sécurité ont dû la maîtriser pendant que les infirmières lui injectaient des sédatifs. À travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu des bribes de son histoire, des parents religieux, un pacte de grossesse, une tentative de fuite. Au matin, elle était calme, soumise, assise en thérapie de groupe, racontant qu'elle avait mal interprété l'amour de sa famille. « Parfois, nous percevons le soin comme du contrôle », a dit la thérapeute en hochant la tête, satisfaite. « Mais grâce aux médicaments et à la thérapie, nous pouvons apprendre à accepter le soutien. » Je l'observe avec attention. Ce léger tremblement dans ses mains, ses réponses retardées, cette façon d'acquiescer à tout, même aux propos contradictoires. Ils l'ont médicamenté jusqu'à la soumission, et chacun prétend que c'est ça, la guérison. Mon propre traitement arrive avec le petit déjeuner, juste pour calmer l'anxiété, m'explique l'infirmière. Je reconnais ces comprimés, de légers sédatifs, rien de bien grave, mais je sais que ce n'est qu'un début.
Si je refuse trop longtemps, ils trouveront bien une raison d'employer des interventions plus musclées. Je fais disparaître les pilules dans ma paume. Je fais semblant d'avaler. Plus tard, je les jetterai dans les toilettes comme le numéro de téléphone. Mais je ne pourrai pas jouer ce rôle éternellement. Bientôt, ils feront des fouilles buccales. Ils utiliseront des injections. Ils trouveront un moyen de m'assurer l'observance. L'audience pour la tutelle a lieu dans 3 jours. Le docteur Whitfield m'assure que ce n'est qu'une formalité et que ma présence n'est pas nécessaire. Ta mère s'occupera de tout. Contente-toi de guérir. Mais je sais bien ce que signifie cette audience. Une fois qu'elle aura la tutelle, elle pourra consentir à tout en mon nom. Ponction d'ovocytes, traitements hormonaux, voire une grossesse forcée, si elle réussit à la présenter comme thérapeutique. Cette nuit-là, je reste éveillé à élaborer un plan, pas une évasion. Cela ne ferait que prouver mon instabilité. Non, la conformité. Une obéissance stratégique, calculée pour obtenir ma sortie avant l'audience. Je dois devenir exactement ce qu'ils veulent voir. Une femme ayant accepté ses véritables désirs, qui comprend l'amour maternel, prête à embrasser la maternité. La prestation devra être parfaite. Un seul faux pas, un moment de résistance, et je resterai ici indéfiniment. Mais si je peux les convaincre que j'ai eu une révélation, que je suis reconnaissante de leur aide, peut-être, juste peut-être, pourrais-je sortir à temps pour contester la tutelle. Je pense à toutes les femmes que j'ai aidées au fil des ans. Combien se sont retrouvées dans la même situation, piégées par les attentes familiales, par les systèmes médicaux, par des cadres juridiques qui privilégient la reproduction à l'autonomie. Je les ai défendues devant les tribunaux et dans des refuges. À présent, je dois me défendre avec les seules armes qu'il me reste, la manipulation et le mensonge. L'ironie ne m'échappe pas. Pour prouver que je suis saine, je dois jouer la folle. Pour conserver mon autonomie, je dois la céder. Pour échapper au contrôle de ma mère, je dois devenir tout ce qu'elle veut que je sois. Demain, je commencerai ma performance. Je pleurerai en thérapie sur mon utérus vide. Je remercierai le docteur Whitfield de m'avoir ouvert les yeux. Je demanderai à Daniela des conseils sur le don d'ovocytes. Je laisserai ma mère m'habiller de ses vêtements de maternité et je lui dirai combien ils me vont bien. Chaque mot me brûlera la gorge. Chaque geste trahira tout ce en quoi je crois. Mais c'est le seul moyen d'éviter l'aiguille dans le bras et les étriers de la salle d'op. L'infirmière de nuit fait sa ronde. Le faisceau de sa lampe balaie mon visage. Je respire doucement. Je feins le sommeil. Au bout du couloir, quelqu'un pleure encore, ou pleure toujours. Dans un endroit comme celui-ci, les sanglots ne cessent jamais vraiment. 3 jours. Il me reste 3 jours pour leur prouver que je suis guéri de cette terrible affection. Ne pas vouloir d'enfant. 3 jours pour livrer la plus grande représentation de ma vie. Le drame réel, c'est que je sais que j'en suis capable. Des années à observer Daniela m'ont appris exactement quoi dire, comment me tenir, ce qu'ils veulent entendre. Je peux devenir la patiente parfaite, reconnaissante de leur intervention, avide de réaliser ma destinée biologique. Et c'est peut-être ça le pire. Pas qu'ils essaient de me briser, mais que je sais précisément comment les laisser croire qu'ils ont réussi. Le lendemain matin, je me réveille animé d'une détermination nouvelle. Pendant la thérapie de groupe, je lève la main pour la première fois. Je crois que je comprends maintenant, dis-je, la voix tremblante. Toutes ces années, je fuyais ce que je désirais vraiment. Les autres femmes hochent la tête, complices. Lorsque le docteur Whitfield arrive pour notre séance, je suis prête. Je veux m'excuser, commençai-je, les mains nouées sur mes genoux. Vous aviez raison. J'utilisais ma carrière pour éviter d'affronter mon deuil de fertilité. Elle rayonne presque. C'est un progrès formidable, Maria. Durant l'heure suivante, je lui sers exactement ce qu'elle veut entendre. Combien j'étais jalouse des grossesses de Daniela. Comment mon travail pour les droits reproductifs est en réalité une manière de contrôler ce que je ne pouvais pas avoir. À la fin, elle tape fébrilement, consignant ma percée. Je pense qu'il faut prévenir votre mère, dit-elle. Elle sera tellement soulagée. Lorsque maman est arrivée cet après-midi-là, je portais l'une des robes de maternité qu'elle m'avait apportées. Le tissu flottait sur mon corps trop mince, mais je caressais doucement mon ventre plat, exactement comme j'avais vu Daniela le faire des dizaines de fois. « Oh, ma chérie !» murmura maman, les yeux embués de larmes. « Tu as l'air si naturel. » Je la laissais m'enlacer, luttant contre l'envie de la repousser. « Je suis désolé de m'être opposé à toi, » soufflai-je. « Tu voulais seulement m'aider. » Elle recula légèrement, scrutant mon visage. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle voyait clair dans mon jeu. Mais elle sourit et sortit son téléphone. « Daniela doit entendre ça, » dit-elle en composant déjà le numéro. J'ai passé le reste de la journée à jouer mon rôle. Je l'interrogeais sur le processus de ponction ovarienne. Je regardais avec elle des photos du couple qui souhaitait mes ovules. J'allais même jusqu'à pratiquer les exercices de respiration de ces atroces séances de mon enfance. Le docteur Whitfield fut si impressionné qu'elle évoqua la possibilité d'écourter mon internement.
Si vous continuez à faire preuve d'une telle lucidité, nous n'aurons peut-être pas besoin des 72 heures complètes. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Le lendemain serait décisif. Il me faudrait continuer à jouer la comédie tout en trouvant un moyen d'accéder à un téléphone ou un ordinateur. L'audience concernant la mise sous tutelle avait lieu dans 2 jours. Je devais trouver un moyen de la contester. Le matin apporta une surprise. James arriva pendant les heures de visite et cette fois, on le laissa entrer. Il avait l'air épuisé, déchiré. « Ta mère m'a dit que tu allais mieux », dit-il prudemment. J'avais envie de hurler la vérité, mais je savais que nous étions probablement surveillés. Alors, je pris simplement sa main. J'ai été tellement perdu, dis-je, mais je commence à comprendre ce que je veux vraiment. Il plongea son regard dans le mien, et j'essayais de lui faire passer un message en silence. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Avait-il compris? Peut-être que quand tu sortiras, on pourra parler de notre avenir, dit-il lentement. J'aimerais beaucoup, répondis-je en serrant sa main 3 fois. Notre vieux code, joue le jeu. Lorsqu'il partit, un éclat d'espoir jaillit en moi. Peut-être qu'il ne croyait pas totalement au mensonge de Daniela. Cet après-midi-là, je réussis à convaincre le personnel de l'unité de me laisser utiliser l'ordinateur de la salle commune pour faire des recherches sur la fertilité. En réalité, je me connectais aussitôt à ma messagerie personnelle via le navigateur. Mon mot de passe fonctionnait toujours. J'envoyais un message à une collègue spécialisée dans les affaires de tutelle, en restant vague mais insistante sur l'urgence. Puis je vérifiais mes comptes bancaires. Encore un retrait. À ce rythme-là, je serais complètement à sec d'ici 1 semaine. « Vous trouvez des informations intéressantes ?» demanda une infirmière en s'approchant. Je changeai rapidement d'onglet pour afficher le site d'une clinique de fertilité. « J'apprends juste comment tout ça fonctionne », répondis-je d'un ton enjoué. Elle me sourit et s'éloigna. J'avais peut-être encore 5 minutes avant que quelqu'un ne commence à se méfier. Je me rendis sur le site du tribunal et retrouvai le dossier de tutelle. Ma mère affirmait que j'étais gravement handicapé par une psychose liée à la fertilité. L'audience était prévue pour demain, à 14 heures. Je mémorisais le numéro de dossier et la salle d'audience, puis effaçais l'historique du navigateur. Si je parvenais à sortir dès le matin, j'aurais une chance d'être présente au tribunal. Ce soir-là, le docteur Whitfield convoqua une séance d'urgence. Mon estomac se noua. Avait-il découvert mon incursion sur l'ordinateur ? Votre mère m'a dit que vous intéressiez à certaines cliniques de fertilité, dit-elle. Je suis si satisfaite de vos progrès que je recommande une sortie immédiate. Je clignai des yeux. Vraiment? Il faudra bien sûr poursuivre en thérapie ambulatoire. Mais je pense que vous êtes prête à entamer la prochaine étape de votre parcours. Elle sourit. Votre mère a déjà pris rendez-vous à Blessed Beginnings pour demain après-midi. Demain après-midi, à la même heure que l'audience de tutelle. C'est merveilleux, parvins-je à dire. Je fus libéré le lendemain matin à 9 heures. Maman m'attendait avec un bouquet de fleurs et un petit sac cadeau. Je t'ai acheté des vitamines prénatales, dit-elle en me tendant le sac, juste pour préparer ton corps. Je souris et les pris, tout en planifiant déjà la suite. Maman, je dois d'abord passer par mon appartement, me changer, me sentir normal à nouveau. Son sourire vacilla. Oh, mais on a des rendez-vous. S'il te plaît, dis-je en imitant les tactiques de manipulation de Daniela. Je veux être au mieux de moi-même pour la clinique. C'est une journée si importante. Ça a marché. Elle m'a raccompagné jusqu'à mon appartement, insistant pour monter avec moi. Tandis qu'elle s'installait dans le salon, je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai appelé la collègue à qui j'avais envoyé un mail. « Maria, j'ai reçu ton message. L'audience est bien à 14 heures, non? Je serai là. J'ai des preuves, l'ai-je coupé. Regarde dans ma boîte mail pro. Le mot de passe, c'est... Je lui ai donné mes identifiants. Il y a un dossier intitulé « Personnel ». Tout est là. J'ai raccroché au moment où maman frappait à la porte. « Tout va bien, ma chérie ?» Juste un peu nerveuse. Quand je suis ressorti, elle était en train de réorganiser ma bibliothèque. Elle avait retiré mes livres de droit pour les remplacer par des guides de grossesse qu'elle avait apportés. « C'est bien mieux comme ça », a-t-elle dit avec un sourire satisfait. « Allez, il est temps de te changer. » Elle avait prévu une tenue, une robe fluide tout en douceur, évoquant la fertilité et la féminité. Je l'ai enfilée, jouant le rôle qu'elle attendait de moi. Nous sommes arrivés à Blessed Beginnings, à 13h30. La salle d'attente débordait de couples pleins d'espoir et de jeunes femmes au regard absent. Un air que je reconnaissais bien, après toutes ces années à travailler dans la défense des droits. Patricia, une infirmière, accueillit chaleureusement ma mère. Et voici donc Maria. On a tellement entendu parler de toi. Ils m'emmenèrent rapidement pour des tests préliminaires pendant que maman remplissait les formulaires. L'infirmière babillait sur les taux de réussite, les familles comblées, tout en me prélevant du sang. Votre mère dit que vous êtes impatiente d'aider un couple très spécial. Très impatiente, ai-je menti. À 14h15, j'ai demandé à aller aux toilettes. Mais au lieu de ça,
j'ai glissé discrètement par une porte latérale et commandé une voiture. Le tribunal n'était qu'à 10 minutes. Je suis entré en trombe dans la salle d'audience à 14h25. Le juge était déjà en train de parler. Ma mère siégeait du côté des requérants avec son avocat. Ma collègue était là, du côté des défendeurs, soulagée de me voir. « Votre honneur, dit-elle rapidement, ma cliente est arrivée. » Le visage de ma mère vira au blanc, puis au rouge. « Elle est censée être à la clinique. »« Intéressant, » lâcha le juge d'un ton sec. « Mademoiselle Gonzalez, êtes-vous ici de votre plein gré? »« Oui, votre honneur, et je souhaite contester cette demande de tutelle. » L'heure qui suivit fut éprouvante. L'avocat de ma mère présenta l'évaluation du docteur Whitfield, l'hospitalisation psychiatrique, mon prétendu désir d'avoir des enfants. Mais ma collègue répliqua avec les preuves que j'avais réunies, les signatures falsifiées, le calendrier des manigances de ma mère, le schéma de coercition à la clinique. « Votre honneur, » ai-je dit lorsqu'on m'a donné la parole, « je ne souffre pas de deuil lié à la fertilité. J'ai une mère qui a bâti toute son identité autour de la capacité reproductive de sa fille. Elle m'a drogué, falsifié des documents et orchestré une campagne méthodique pour ruiner ma crédibilité quand j'ai refusé de me plier à son programme de reproduction forcée. Maman s'est mise à pleurer. Je voulais juste des petits-enfants. C'est si mal que ça? Tu as déjà 5 petits-enfants, ai-je rétorqué. Grâce à Daniela, qui ne peut presque plus marcher à cause de ce que tu as fait subir à son corps. Elle a choisi cette vie, a-t-elle murmuré. Ah oui? Ou bien l'as-tu conditionnée, dès ses 8 ans, à croire qu'elle n'avait aucune autre valeur? Le juge a exigé le silence. Après avoir examiné les preuves, y compris les résultats des analyses capillaires que ma collègue avait obtenues par assignation, il rendit son verdict. La demande de mise sous tutelle est rejetée, déclara-t-il d'un ton ferme. De plus, j'émets une ordonnance restrictive. Madame Patricia Gonzalez, vous n'êtes plus autorisée à entrer en contact avec votre fille, Maria. Maman hurla. Son avocat lui murmura frénétiquement quelque chose à l'oreille, mais la décision était irrévocable. En sortant du tribunal, j'aperçus Daniela sur le parking. Elle peinait à descendre de son minivan, le ventre énorme. Les 5 enfants étaient là. « Comment as-tu pu » cria-t-elle. « Maman nous aime. Elle aime ce que nos corps peuvent faire pour elle, répondis-je. C'est différent. » La plus grande, une fillette de 6 ans, tira sur la robe de Daniela. « Maman, pourquoi mamie pleure ?» Daniela ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Comment expliquer à une enfant qu'elle est en train d'être préparée au même destin? Je me suis éloigné, ma collègue à mes côtés. Et maintenant? demanda-t-elle. Maintenant, je dépose plainte auprès du Conseil de l'Ordre contre Blessed Beginnings, répondis-je, et je commence à tout consigner pour le procès civil. Et ta sœur? Je me retournai vers Daniela, toujours près de sa voiture, les enfants blottis autour d'elle comme un rempart. Je ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être, mais peut-être que je peux protéger ses filles. Ce soir-là, James est venu chez moi. Nous nous sommes installés sur le canapé, celui-là même où maman avait probablement caché les poupées, et avons parlé pendant des heures. J'ai presque cru à tout ça, avoua-t-il. Les messages, les photos, les histoires, tout semblait si vrai. C'est comme ça que les manipulateurs opèrent, dis-je. Ils prennent un grain de vérité et bâtissent une montagne de mensonges. Il est resté dormir, pas de manière romantique. Aucun de nous deux n'était prêt pour ça. Mais avoir quelqu'un à mes côtés qui me croyait, qui voyait clair dans la manipulation mentale, m'a rendu mon humanité. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de démarches juridiques, de thérapie, une vraie thérapie, pas celle manipulatrice du Dr. Whitfield. Et peu à peu, j'ai repris le contrôle de ma vie. Mon cabinet m'a réintégré dès que j'ai expliqué la situation. Plusieurs de mes clients m'ont contacté, s'excusant d'avoir douté de moi. L'enquête sur Blessed Beginnings a confirmé ce que je soupçonnais, un schéma ciblant des femmes vulnérables, souvent envoyé par des proches inquiets, comme ma mère. La clinique a été fermée, en attente d'une révision. Ma mère a tenté de me joindre via des singes volants, des connaissances communes, des parents éloignés, même le prêtre de mon enfance. À chaque fois, je prenais soin de tout documenter pour le dossier de l'ordonnance restrictive. 6 semaines plus tard, Daniela a donné naissance à son 6e enfant. J'ai entendu dire par des rumeurs qu'il y avait eu des complications graves. Elle a survécu, mais de justesse. Les médecins lui ont dit plus jamais de grossesse. Je voulais me sentir justifié, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est de la tristesse. C'était ma sœur, malgré tout. Et maintenant, elle faisait face à la réalité d'un corps détruit, sacrifié au nom d'un rêve qui n'était pas le sien. 3 mois après l'audience de tutelle, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Tante Maria, une petite voix a murmuré. C'est Emma, la fille aînée de Daniela. « Salut, ma chérie », ai-je répondu avec précaution. « Tout va bien? Maman est encore malade, et grand-mère parle tout le temps de quand je serai plus grande et que je pourrai avoir des bébés. » Sa voix s'est fait à peine audible. Je ne veux pas être comme maman. Mon cœur s'est brisé et soulevé en même temps.
Tu n'as pas à l'être, Emma. Tu peux être ce que tu veux. Est-ce que je peux venir te voir un jour? Maman dit que tu es dangereuse, mais tu ne me sembles pas dangereuse. J'adorerais, ai-je dit. Mais il faut d'abord qu'on vérifie que ta maman soit d'accord. Elle n'était évidemment pas d'accord. Mais Emma continuait à m'appeler en cachette, depuis le téléphone d'une amie ou du bureau de l'école. Je suis devenu son refuge. La tante qui lui disait qu'elle avait de la valeur, bien au-delà de son utérus. 6 mois plus tard, lors d'un enterrement familial, heureusement pas du côté de ma mère, j'ai vu Daniela. Elle était en fauteuil roulant, son corps refusant enfin de se plier à ce martyre imposé. Elle m'a regardé à travers l'église, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma sœur. Pas la machine à enfants que maman avait fabriquée, mais la petite fille qui venait se cacher dans ma chambre lors des orages. Elle ne m'a pas parlé, mais elle n'a pas détourné le regard non plus. 1 an après tout ça, j'étais dans un café quand une jeune femme s'est approchée. Elle m'était familière, sans que je puisse dire d'où. « Vous êtes Maria Gonzalez », a-t-elle dit. « Vous avez aidé mon ami à fuir sa famille. Ils essayaient de la forcer à être mère porteuse pour sa sœur. Je suis contente qu'elle ait réussi, » ai-je répondu. « Elle a réussi grâce à vous, parce que vous vous êtes battu et que vous avez tout rendu public. » Elle a marqué une pause. « Je dois commencer un traitement de fertilité la semaine prochaine. Ma mère le prépare depuis des années. Mais après avoir vu ce que vous avez vécu, ce que vous avez survécu, je crois que je vais prendre la fuite. » Je lui ai donné ma carte. « Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » Elle est partie, et je suis resté là à penser au cycle, à la façon dont il se perpétue jusqu'à ce que quelqu'un les brise. À quel point cette rupture fait mal à tous. Et parfois, la seule victoire, c'est d'empêcher la prochaine génération de subir le même sort. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emma, qui a maintenant 7 ans et qui chipe le téléphone de sa mère. Mamie dit que je serai une maman merveilleuse un jour. Je lui ai répondu que moi, je voulais être avocate comme elle. Elle s'est fâchée. J'ai souri en lui tapant « Bravo, ma grande. Tiens bon, la guerre n'était pas finie. Elle ne finit jamais vraiment quand la famille est mêlée. Mais des batailles avaient été gagnées, des limites posées. Et quelque part là-dehors, des filles apprenaient qu'elles avaient le choix, bien au-delà de ce que leur corps pouvait produire pour les autres. Ça devait suffire.